Bonjour à tous, je suis Philippe Vaillant, professeur d'histoire-géographie au collège François Villon de Wallincourt-Selvigny, c'est près de Cambrai, et je vous propose aujourd'hui de parler de Berlin comme symbole de la guerre froide. Alors ce sujet a déjà fait l'objet d'une première émission. Nous avons abordé à cette occasion la première crise de Berlin, en 1948-1949, et je vous propose d'évoquer aujourd'hui la construction du mur de Berlin en 1961. À l'issue de la première crise de Berlin, qui est la première crise grave de la guerre froide, entre le bloc de l'Ouest dirigé par les États-Unis et le bloc de l'Est dirigé par l'URSS, les quatre secteurs d'occupation de l'Allemagne vaincue en 1945 sont devenus des États. Les secteurs français, anglais, américains ont fusionné dans la République fédérale d'Allemagne, la RFA, et le secteur soviétique est devenu la République démocratique d'Allemagne, la RDA. Ces deux États, formés en 1949, connaissent des évolutions très différentes. C'est ce que je vous propose de voir maintenant. La différence la plus marquante entre les deux Allemagnes, c'est le boom économique que connaît la République fédérale d'Allemagne. Qu'est-ce que c'est que le boom économique? Eh bien, c'est un développement économique très important. On a même parlé de miracle économique pour la RFA. Ce miracle, il tient surtout à l'aide américaine, très importante, à la nouvelle monnaie, le Deutschmark de la RFA, et puis également le dynamisme de la main-d'œuvre allemande et de la main-d'œuvre étrangère. Alors, cette croissance économique porte la République fédérale d'Allemagne au rang de deuxième puissance économique mondiale à la fin des années 50. Ce qui est quelque chose d'incroyable quand on pense que 15 ans plus tôt, on parle de l'année zéro pour l'Allemagne qui en 1945 était, nous l'avons vu, en ruine. Alors, cette croissance économique se traduit par une élévation importante du niveau de vie des Allemands de l'Ouest. Quant à Berlin, Berlin-Ouest j'entends, eh bien ça devient un petit peu la vitrine de la réussite de la République fédérale d'Allemagne, et puis ça devient aussi la vitrine d'un certain type de vie, c'est l'American Way of Life, l'automobile, le dancing, les libertés. Et dans le même temps, le niveau de vie, lui, stagne en RDA. Alors, à votre avis, quelle est la conséquence de cette différence de niveau de vie très importante entre la RFA et la RDA? Vous avez trouvé, je pense, beaucoup d'Allemands de l'Est choisissent de quitter la RDA pour se rendre en RFA, où le niveau de vie est plus élevé et les libertés plus grandes. Et l'on parle d'une émigration très importante. On estime que ce sont 2 millions d'Allemands de l'Est qui fuient la RDA et se réfugient en RFA de 1949 à 1961. Cette émigration de la RDA vers la RFA, elle est possible. Et elle est possible en réalité uniquement à Berlin. Pourquoi? Eh bien, pour le comprendre, je simplifie cette carte avec un croquis qui permet de mieux voir ce qui se passe à Berlin. Donc Berlin-Est est la capitale de la RDA et Berlin-Ouest est divisé en 3 secteurs d'occupation. Mais en réalité, Berlin-Ouest fait partie de la RFA. Ce qui semble le plus logique pour aller de RDA en RFA, c'est de passer par la frontière. Mais cette frontière est un morceau du rideau de fer qui coupe l'Europe en deux et elle n'est pas franchissable. En revanche, il est très facile de passer de Berlin-Est à Berlin-Ouest. Des dizaines de milliers d'Allemands le font tous les jours, dans les deux sens, pour aller travailler, voir de la famille, se promener. Donc vous avez compris l'astuce, les Allemands de l'Est, candidats à l'émigration vers la RFA, vont dans un premier temps se rendre à Berlin-Est, de là passer à Berlin-Ouest, demander un statut de réfugié et être dirigés vers la RFA par avion ou par l'un des trains spéciaux qui ont le droit de circuler entre Berlin-Ouest et la RFA. Vous l'imaginez, cette situation ne plaît pas aux dirigeants de la RDA. C'est d'abord une perte de main-d'œuvre, souvent très qualifiée, qui quitte la RDA pour aller toucher de plus gros salaires en RFA. Et puis c'est surtout quelque chose qui donne une très mauvaise image de la RDA par rapport à la RFA et donc du bloc de l'Est communiste par rapport au mode de vie occidental à l'Ouest. Walter Ulbricht, qui dirige la RDA en 1961, décide de mettre fin à cette émigration et monte une opération
Spectaculaire, nom de code, muraille de Chine. Le 13 août 1961, au matin, tous les points de passage entre Berlin-Est et Berlin-Ouest sont bloqués par l'armée et la police est-allemande. Comme ici à la porte de Brandebourg, sous l'œil inquiet des soldats anglais dont c'est le secteur. Dans chaque rue, les soldats et les policiers de la RDA, disposés à 2 mètres d'intervalle, bloquent les accès avant que l'on ne commence, dès le jour même, à les fermer par des fils de fer barbelés. Alors cette opération, vous l'imaginez, elle a été minutieusement préparée depuis des semaines, ne serait-ce que pour rassembler ces fils de fer barbelés dont on a besoin pour clôturer 155 km. Alors vous êtes peut-être étonné par ce chiffre de 155 km, et puis aussi par le caractère un peu rural de ces images, on a l'impression d'être à la campagne. Et oui, rappelez-vous, le problème, c'est l'utilisation de Berlin-Ouest par les Allemands de l'Est pour fuir la RDA. Alors oui, il s'agit de couper Berlin en deux, mais pas seulement. C'est tout Berlin-Ouest qui se voit entouré. Attention, ce mur que l'on construit n'est pas celui d'une prison qui enfermerait les Berlinois de l'Ouest. C'est un mur qui doit empêcher les Allemands de l'Est d'entrer dans Berlin-Ouest et donc d'émigrer vers la RFA. Alors, ce qui va devenir le mur de Berlin, ce ne sont encore que des barbelés, des grillages dans les jours qui suivent le 13 août 1961. Aussi, des milliers de Berlinois de l'Est se dépêchent de fuir avant que le piège ne soit totalement refermé, en prenant des risques, comme sur ces images, où l'on voit des personnes utilisant des immeubles dont une façade donne à l'Est et l'autre à l'Ouest, pour passer dans Berlin-Ouest, ou encore sur ces images, alors à gauche on est dans le secteur ouest, regardez ces gens qui se dépêchent de traverser les clôtures, on voit même une femme qui porte un enfant, et puis surtout on devine la tension extrême sur ces visages, parce que là le risque c'est tout simplement de se faire tirer dessus par les policiers ou les soldats de la RDA. Mais l'image la plus célèbre et évocatrice de ces jours d'août 1961, c'est ce cliché, et je vous propose d'y réfléchir quelques instants en répondant à ces questions qui sont celles que l'on se pose face à ce genre de document: où, quand, qui, quoi et comment. Alors, où bien entendu, c'était facile, c'est à Berlin, c'est de cela que nous sommes en train de parler. Ceci dit, on peut être un peu plus précis. Regardez en haut à droite de la photographie, il est écrit du secteur franc. C'est un morceau d'un panneau qui dit vous sortez du secteur français. Alors, même si Berlin-Ouest est rattaché à la RFA, les secteurs d'occupation français, anglais et américains continuent d'exister à Berlin-Ouest. Et le photographe est ici à la limite entre Berlin-Ouest, secteur français, et Berlin-Est. Alors quand ? Là encore, on se doute que c'est plutôt en août 61, mais pour en être convaincu, eh bien, à cette frontière entre Berlin-Est et Berlin-Ouest, on voit qu'il n'y a pour l'instant que quelques barbelés. Donc on est quelques jours après le 13 août 1961. En réalité, cette photographie a été prise le 15 août 1961. Alors qui ? Ce personnage, on le connaît bien. Il s'appelle Konrad Schumann. C'était un soldat de l'armée de la RDA. Il avait 19 ans. C'était un engagé volontaire, mais qui a commencé à douter de la RDA et se poser la question: mais qu'est-ce que c'est que cet État qui construit un mur? Et donc, le quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, on le voit, cette photographie est spectaculaire. Il prend son élan et franchit les barbelés, franchit la frontière entre Berlin-Est et Berlin-Ouest. Je vous propose d'attendre un petit peu pour le comment. Et je n'oublie pas le journaliste qui était masqué par mes questions. Alors en fait, il faut savoir que dès le 13 août 1961, des dizaines de reporters, de journalistes, de photographes se pressent aux différents points de passage pour faire leur travail, c'est-à-dire raconter
ce qu'il se passe. Et d'ailleurs, il y a même une vidéo qui nous montre cette scène. Hein. Regardez, Konrad Schumann fume cigarette sur cigarette, hein. Il doit être extrêmement inquiet. Et puis, d'un seul coup, il se décide, franchit les barbelés et se réfugie dans une camionnette de police qui était garée juste à côté. Mais c'est bien ce cliché pris par Peter Leibing qui devient un symbole et fait d'ailleurs aujourd'hui partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Ces gens que l'on voyait fuir en août 1961, alors des anonymes hein, ou alors des célèbres comme Konrad Schumann, ils ont conscience d'une chose terrible, c'est que la ville est coupée en deux. On ne peut plus passer de Berlin-Est à Berlin-Ouest. Des familles, hein, parents, enfants, des amoureux sont séparés irrémédiablement. Konrad Schumann a d'ailleurs raconté que c'est après avoir vu une petite fille en vacances chez sa grand-mère à l'Est se voir refuser le retour à Berlin-Ouest chez ses parents qu'il a pris la décision de rejoindre la RFA. Et cette situation est appelée à durer. Le dispositif est renforcé, les travaux durent des mois, jour et nuit, le béton remplace les clôtures, jusqu'à faire du mur de Berlin un obstacle complètement infranchissable. Alors justement, voyons à quoi ressemble ce mur 20 ans plus tard, dans les années 80. Alors c'est tout d'abord la frontière entre Berlin-Ouest et Berlin-Est, donc entre la RFA et la RDA. C'est là qu'on érige le mur, mais ce n'est plus le mur de 1961. C'est devenu un mur de 3,60 m de haut avec des bords arrondis pour empêcher que l'on y grimpe. Alors on le voit, hein, les Berlinois de l'Ouest peuvent approcher du mur. Il n'en est pas de même des Berlinois de l'Est. Un deuxième mur est en effet construit, alors quelques mètres ou quelques dizaines de mètres en arrière en fonction de la configuration des lieux, et l'espace entre ces deux murs n'est pas vide. On va y trouver un fossé avec des obstacles, du sable pour pister des traces de pas. L'ensemble est éclairé toute la nuit. On installe aussi des clôtures électriques avec des alarmes parce que tout cet ensemble est surveillé par des policiers. Dans des tours d'observation, dans des bunkers équipés de mitrailleuses, avec des patrouilles à pied et des chiens, des patrouilles en véhicule, avec ordre de tirer. Malgré tout cela, beaucoup d'Allemands de l'Est continuent d'essayer de fuir à l'Ouest et une centaine d'entre eux perdent la vie en tentant l'expérience, soit par accident, soit abattus par les policiers est-allemands. Mais ce mur de Berlin dépasse la rivalité RFA-RDA. Il est un point de fixation de l'opposition entre les États-Unis et l'URSS pendant la guerre froide et il symbolise l'opposition entre deux modes de vie. Le mur de Berlin, c'est surtout une image désastreuse pour le bloc de l'Est. Et le président des États-Unis, John Kennedy, appuie où ça fait mal en se rendant personnellement en visite à Berlin-Ouest en 1963. Alors il est accueilli avec un enthousiasme délirant par les Berlinois de l'Ouest, surtout lorsqu'il leur montre son soutien en prononçant son célèbre « Ich bin ein Berliner ». Ich bin ein Berliner, je suis un Berlinois. Voilà, c'est fini. Alors, pas de test aujourd'hui par manque de temps, ce sera pour la prochaine fois. J'espère que vous avez bien compris pourquoi on construit le mur de Berlin en 1961 et comment il déchire le peuple allemand entre Allemands de l'Est et Allemands de l'Ouest. Et au-delà aussi, comment ce mur illustre l'opposition radicale entre deux visions du monde complètement différentes, celle des États-Unis et celle de l'URSS. Alors, si le mur de Berlin est un symbole de la guerre froide, sa disparition à l'automne 1989 symbolise aussi la fin de la guerre froide. Pourquoi, comment le mur de Berlin disparaît ? Eh bien, c'est ce que je vous propose de voir dans une troisième et dernière émission. Alors, je vous dis à bientôt et d'ici là, portez-vous bien.